je suis Fabien M, manipulateur radio chez Simagwell. Je pratique l'échographie depuis 2019 et je vais vous présenter aujourd'hui l'échographie thyroïdienne, les bases pour bien débuter, avec la participation du docteur Bourri, radiologue au CHRU de Lille et chez Simagwell également. Nous allons traiter ici quelques notions indispensables ainsi que quelques pathologies les plus courantes lors de la réalisation d'une échographie thyroïdienne. Pour commencer, voici les thèmes que nous allons aborder. Donc, premièrement, l'anatomie de la glande thyroïde, suivi par l'installation et le positionnement du patient. Ensuite, nous aborderons les nodules et leurs différents aspects, puis leur classification Euthyrads. Un peu plus tard, nous aborderons les thyroïdites les plus fréquentes et nous finirons par le compte-rendu et le schéma à annoter. La thyroïde est une glande endocrine située dans la partie antérolatérale du cou, dans la région infrahyoïdienne. Elle se situe entre les deux régions carotidiennes. La thyroïde est composée de deux lobes latéraux, piriformes, à grand axe vertical, plaqués sur les faces latérales du pharynx et de la trachée. Elle contient également un isthme, partie médiane, mince et étroite, unissant transversalement les deux lobes thyroïdiens. Accessoirement, on peut retrouver un petit prolongement vertical ascendant, souvent paramédian gauche, appelé pyramide de l'alouette ou petit lobe pyramidal. La thyroïde est principalement vascularisée par une artère thyroïdienne supérieure, naissant de la carotide externe, et de la thyroïdienne inférieure, qui naît de l'artère subclavière. On peut également trouver une artère thyroïdienne moyenne inconstante. En arrière de la thyroïde se trouvent les glandes parathyroïdes. Elles sont au nombre de 4, 2 supérieures et 2 inférieures, non visibles initialement en échographie. Maintenant, nous allons voir comment réaliser une échographie thyroïdienne. Tout d'abord, nous allons commencer par l'installation du patient. Donc, le patient doit être installé en décubitus dorsal, la tête en légère hyperextension. Pour le matériel, nous allons utiliser une sonde de haute fréquence, linéaire, et microconvexe pour l'exploration des goitres plongeants. Si vous n'avez pas de sonde microconvexe, vous pouvez utiliser une sonde endocavitaire ou abdo pour l'exploration des goitres plongeants. Une fois que notre patient est installé et que nous avons sélectionné la bonne sonde, nous allons pouvoir commencer notre examen. Tout d'abord, on commence par l'étude de la glande thyroïde dans sa totalité, avec un balayage axial et sagittal, à la recherche de kystes, nodules ou de goitres. Ensuite, nous allons balayer le tractus thyroglose dans sa totalité, afin de rechercher du tissu thyroïdien ectopique. N'oubliez pas aussi de rechercher le petit lobe pyramidal ou pyramide de l'alouette, sur lequel nous pouvons trouver quelques nodules. Une fois que cela est fait, nous allons balayer les aires ganglionnaires cervicales, donc les chaînes jugulo-carotidiennes et la chaîne spinale. Et pour finir, nous jetterons un petit coup d'œil sur les axes jugulo-carotidiens à la recherche d'athérome, de thrombose veineuse ou d'autres pathologies inflammatoires. Pour l'exploration de la glande thyroïde, vous allez commencer par une prise de mesure. Vous allez mesurer le lobe droit et le lobe gauche dans les 3 plans de l'espace et ainsi en évaluer le volume. Chez la femme, nous devons être entre 4 et 8 cm3 par lobe et chez l'homme, entre 5 et 10 cm3. Au-delà, nous serons en présence d'un goitre. Si nous sommes confrontés à un goitre multinodulaire, vous allez alors consulter la TSH. Si celle-ci est basse, vous allez demander une scintigraphie à la recherche d'un nodule chaud. Et si celle-ci est normale, vous allez faire un bilan de l'ensemble des nodules. Si vous êtes confronté à des nodules coalescents, comme sur l'image ci-dessous, vous pouvez prendre un volume de l'ensemble des nodules et ensuite le grand axe du nodule le plus volumineux. S'il y a lieu, on demandera la ponction du nodule le plus volumineux et ou le plus suspect, selon la classification Euthyrads. Maintenant, nous allons passer à l'analyse des nodules. L'analyse nodulaire se fait selon un schéma bien précis. Nous allons d'abord partir à la recherche des nodules fortement suspects, Euthyrads 5, ensuite les nodules prédominants Euthyrads 4 supérieurs à 5 mm et les nodules Euthyrads 3 supérieurs à 10 mm. A noter que pour les nodules les plus volumineux, il sera préférable de faire un volume qui sera plus reproductible et moins opérateur dépendant. Quand nous sommes face à des nodules coalescents, il faut prendre le volume du conglomérat nodulaire dans son ensemble. Pour les nodules, il est nécessaire de prendre les mesures dans les 3 plans de l'espace et ainsi d'en établir une description via un vocabulaire bien précis. Voici une diapositive qui fait le tour du vocabulaire standardisé. Les nodules vont être décrits selon leur forme, selon leur échogénicité, les contours, est-ce qu'il y a présence ou non de ponctuation hyperéchogène,
Sommes-nous en présence d'un halo? Avons-nous des calcifications? Est-ce que la rigidité est alors basse ou élevée? Mais encore l'écostructure, kystique, spongiforme, ou est-ce qu'ils sont en contact de la capsule? Et leur vascularisation. Grâce à cette description, nous allons ensuite pouvoir établir un score, le score Euthyrads. Le score Euthyrads est un système comprenant un lexique illustré, un compte-rendu standardisé avec schéma, des catégories d'évaluation normales à malin correspondant au score Thyrads, avec une stratification quantitative du risque de malignité, mais également des recommandations de prise en charge. Le score Thyrads va de 1 à 5, 5 étant le score représentant le risque le plus élevé de malignité. Voici un tableau synthétisant la classification Euthyrads selon les signes de suspicion. Donc c'est un tableau que vous devez tous avoir dans votre salle d'échographie, qui est très important. On y retrouve les différents scores Euthyrads, donc selon leur description. Dans les diapositives suivantes, nous allons voir en détail les différentes catégories. Tout d'abord, nous allons commencer avec les nodules Euthyrads 5. Donc un nodule est classé Euthyrads 5 lorsqu'il comporte au moins un des 4 signes ci-dessous. Donc, si un nodule comporte des contours irréguliers, spiculés ou lobulés, nous allons le classer Euthyrads 5. Si le nodule est fortement hypoéchogène, s'il comporte des microcalcifications, donc attention à ne pas confondre avec des renforcements postérieurs accolés à des petites logettes microkystiques ou à des artefacts de queue de comète, ou sinon ils peuvent être plus épais que larges. Donc, si un nodule comporte au moins un de ces 4 facteurs, un seul suffit pour le classer Euthyrads 5. Maintenant, passons au nodule Euthyrads 4. Donc, un nodule Euthyrads 4, c'est un nodule qui va avoir une forme régulière, donc plus long, large que épais, avec des contours réguliers, bien visibles. Le critère principal pour le classer Euthyrads 4, c'est l'hypoécogénécité. Donc, si ce nodule est hypoéchogène, modérément hypoéchogène, ou s'il contient une petite portion hypoéchogène, cela suffit pour le classer Euthyrads 4. Donc ici, vous pouvez voir des images donc, de nodules ovoïdes aux contours bien délimités et discrètement hypoéchogènes comparativement au tissu thyroïdien adjacent. Maintenant, passons au nodule Euthyrads 3. Donc, un nodule est classé Euthyrads 3 lorsqu'il comporte des contours bien réguliers, avec un aspect isoéchogène ou hyperéchogène, mais en totalité. Ils peuvent être des costructures solides entièrement ou mixtes, avec quelques petites logettes liquigènes. Ici, vous pouvez voir quelques petites images de nodules classés Euthyrads 3. En haut à gauche, par exemple, vous avez un nodule au contour régulier, des costructures isoéchogènes, avec un renforcement postérieur témoignant de petites logettes microkystiques, certainement. En bas à gauche, un nodule d'écostructure mixte comportant des petites logettes liquigènes, isoéchogènes, au contour bien délimité. Maintenant, nous allons passer au nodule classé Euthyrads 2. Donc, un nodule Euthyrads 2 est un nodule entièrement kystique, donc liquidien, comme on le voit sur l'image en haut à droite. Donc, surtout vérifier qu'il n'y a pas de vascularisation à l'intérieur et renforcement postérieur surtout. Mais ce sont également des nodules spongiformes, donc nodules comportant des micrologettes kystiques supérieures à 75% du volume total. Ce sont des nodules qui sont en faveur de la bénignité. Je vais vous dire un petit mot aussi sur les hématocèles. Donc, les hématocèles, ce sont des remaniements hémorragiques d'un adénome vésiculaire. Donc, à savoir que c'est pas si rare que ça de tomber dessus. Donc, vous allez avoir un patient qui va se présenter pour une tuméfaction cervicale avec une douleur. À l'échographie, on va retrouver donc en phase aiguë une lésion kystique qui sera hétérogène avec renforcement postérieur, mais sans vascularisation. Et en phase plutôt tardive, donc on va retrouver une lésion kystique qui aura diminué de taille, avec un sédiment ou une image hypoéchogène, mais toujours sans vascularisation. Pour les hématocèles, il peut y avoir une indication de ponction évacuatrice immédiate. Donc, si la douleur est importante et que le volume est imposant, c'est très peu recommandé car il y a des récidives rapides. La plupart du temps, les ponctions évacuatrices sont demandées à distance. Donc, ce sont quand des hématocèles sont de grande taille et qu'elles ne se résorbent pas. Du coup, on demande au médecin radiologue d'effectuer une ponction évacuatrice afin de soulager le patient.
Ici, je vous ai mis les images d'un suivi d'une hématocèle. Donc en haut à gauche, on voit une hématocèle donc avec un aspect hypoécogène, remanié à l'intérieur, avec un fort renforcement postérieur. On voit sur l'image en haut à droite que l'hématocèle n'est pas vascularisée. On demande un contrôle échographique à 6 mois pour juger de l'évolutivité. Donc on retrouve une image qui a diminué de taille, donc avec un aspect remanié, toujours renforcement postérieur. Donc attention à ne pas confondre avec les nodules Euthyrax 4. Et on voit bien donc toujours qu'il n'y a pas de vascularisation à l'intérieur de celle-ci, donc 6 mois après. Je vous remets ici rapidement le tableau que nous avons vu précédemment. Donc une fois que vous avez déterminé le score Euthyrax des différents nodules, selon leur taille, vous allez demander ou non une cytoponction complémentaire afin de déterminer la nature du nodule. Nous voyons donc ici que pour les nodules classés Euthyrax 2, il n'y aura pas de cytoponction complémentaire, sauf pour les nodules de taille importante engendrant une compression. Pour les nodules classés Euthyrax 3, si leur taille dépasse les 20 mm, donc de principe, une cytoponction complémentaire sera réalisée, ainsi que pour les nodules classés Euthyrax 4 ayant une taille supérieure, un grand axe pardon, supérieur à 15 mm. Et pour finir, pour les nodules classés Euthyrax 5, donc tous ceux supérieurs à 10 mm bénéficieront d'une cytoponction complémentaire. Si leur taille par contre est inférieure à 10 mm, donc si leur localisation est facile d'accès pour réaliser une cytoponction, donc vous pouvez la réaliser. Ou sinon, vous pouvez réaliser une surveillance active, donc avec des contrôles rapprochés, par exemple 6 mois. Maintenant, une fois que vous avez classé les nodules avec leur description et leurs mesures, vous allez passer aux aires ganglionnaires. Donc surtout, très important, toujours rechercher les ganglions suspects. Donc qu'est-ce qu'un ganglion suspect? Donc un ganglion suspect, c'est un ganglion qui va avoir un petit axe supérieur à 10 mm, un ganglion qui va comporter des micrologettes kystiques, un ganglion avec des contours irréguliers ou comportant des microcalcifications pardon, en son sein. Ce sont également des ganglions qui vont perdre leur petit île graisseux ou des ganglions présentant une vascularisation anarchique et très intense. Mais également aussi se méfier des ganglions qu'on appelle des ganglions thyroïde-like. Donc, ce sont des ganglions qui vont avoir un aspect de tissu thyroïdien. Donc tous ces ganglions vont principalement se situer dans les secteurs 6, les secteurs 3, mais également les secteurs 4. Donc surtout, vérifier tout le temps les localisations des ganglions. Vous allez balayer dans leur totalité donc les chaînes jugulo-carotidiennes, mais également les chaînes spinales, surtout dans les suivis de carcinome thyroïdien. Je vous ai mis ici quelques petites images donc de ganglions suspects. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir donc un ganglion de type kystique, donc un ganglion kystisé. On voit des petites images anéchogènes au sein de celui-ci. En haut à droite, vous avez un ganglion pareil, donc qui est suspect, avec des images de microcalcification à l'intérieur de celui-ci, des contours irréguliers. En bas à gauche, on retrouve un ganglion avec une vascularisation anarchique, ganglion hypoécogène de forme arrondie, présentant une vascularisation anarchique. Et en bas à droite, vous avez un ganglion thyroïde-like, donc avec un aspect de tissu thyroïdien en son sein. Voilà, donc ce sont des exemples de ganglions suspects. Donc pour résumer, donc dans une échographie thyroïdienne, donc vous allez toujours rechercher dans un premier temps donc les nodules qui seront classés Euthyrax 5, donc fortement hypoécogènes, aux contours irréguliers ou comportant des microcalcifications, ou plus épais que longs ou larges. Une fois que vous avez éliminé tous les nodules classés Euthyrax 5, donc vous allez rechercher le nodule Euthyrax 4, donc qui comporte des tailles supérieures à 5 mm. Ensuite, vous passerez au nodule Euthyrax 3 supérieur à 10 mm. Puis, vous reporterez tous ces nodules donc, sur un schéma qui va vous permettre un suivi régulier des nodules thyroïdiens, quel que soit l'opérateur. Et ensuite, donc, vous rechercherez toutes les adénopathies, donc surtout dans les secteurs 3, 4 et 6. Maintenant, nous allons passer à une thyroïdite. Donc, qu'est-ce qu'une thyroïdite? Donc, une thyroïdite, c'est une thyroïde qui va avoir une perte du gradient musculo-parenchymateux, avec une thyroïde qui présente des aspects différents de la normale. Donc, nous allons voir ces différents aspects. Tout d'abord, nous allons commencer avec les thyroïdites auto-immunes de type thyroïdite de Hashimoto. Donc, ce sont des glandes thyroïdes qui vont être de grande taille, présentant un goitre modéré, le plus souvent en phase précoce. La glande thyroïde va avoir un aspect hypoécogène avec une perte du gradient musculo-parenchymateux, mais également un aspect hétérogène.
donc pseudonodulaire ou en tache de léopard. La thyroïde va avoir également des contours pardon, bosselés, associés à quelques petits ganglions réactionnels, souvent sous-thyroïdiens. Dans l'évolution de la thyroïdite de Hashimoto, nous allons avoir une dégénérescence fibreuse de la glande thyroïde avec une atrophie de celle-ci, le plus souvent. Donc ici, je vous ai mis 2 images. Donc, en haut à droite, vous avez plutôt une thyroïdite de type Hashimoto en phase précoce, donc avec, un goitre modéré, une glande plutôt hypoécogène au contour bosselé, et en dessous, vous avez une, glande thyroïde pseudonodulaire qui commence à avoir une dégénérescence fibreuse, donc en phase plutôt avancée, de la maladie. Donc dans les thyroïdites de type Hashimoto, donc au niveau de la vascularisation, on va être en présence plutôt d'une hypervascularisation, donc toujours en phase précoce, hein, avec une, prédominance septale. On va retrouver des vitesses systoliques aux alentours de 40 à 60 centimètres par seconde et parfois même 80 centimètres par seconde, mais toujours en phase précoce. L'évolution de la thyroïdite, Hashimoto, donc on tend vers une normalisation, de la vascularisation, voire une hypovascularisation, en rapport avec l'évolution fibreuse de la glande thyroïde. Ensuite, nous allons passer aux thyroïdites de Kervin. Donc ce sont des thyroïdites, virales, donc nous allons être en présence d'une thyroïde de grande taille, donc un goitre qui sera souvent asymétrique. Vous allez également retrouver chez certains patients une douleur au passage de la sonde, qui peut vous orienter justement sur le diagnostic. C'est une thyroïde hétérogène également, donc avec des plages hypoécogènes. Attention, surtout ne pas confondre avec des nodules classés E-Thyroid 5 ou des plages E-Thyroid 5. Ces plages hypoécogènes seront plutôt antéro-externes et surtout on retrouve de larges plages de parenchyme sain au sein de la thyroïde. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes dans des thyroïdites virales. Donc, on va avoir un aspect plutôt hypovasculaire dans les plages hypoécogènes. Ce sont des thyroïdites à contrôler, à 4 à 6 mois, donc pour voir l'évolution. Donc normalement, vous devriez avoir une régression, voire la disparition des plages hypoécogènes, ce qui va vous confirmer en fait le diagnostic. Et les thyroïdites de type, de De Kervin sont souvent associés donc, avec une petite atrophie, du lobe qui est en regard. Nous allons maintenant passer à la maladie de Basedow. Donc, dans une maladie de Basedow, nous allons avoir un goitre thyroïdien important avec une thyroïde augmentée de taille, une glande qui est très hypoécogène, très hypervascularisée avec un aspect de thyroïde inferno, une glande très vascularisée comme vous voyez sur l'image à droite. En Doppler pulsé, les vitesses seront très élevées, donc vitesses systoliques qui seront supérieures à 1 mètre par seconde, ce qui peut vous aider à trancher entre une maladie de Basedow et une thyroïdite de type Hashimoto. On va avoir aussi des patients qui vont présenter une hyperthyroïdie clinique, donc avec une orbitopathie, ou une hyperthyroïdie biologique, donc la TSH effondrée, avec T3, T4 qui seront augmentés. Mais c'est aussi à confronter au dosage des anticorps antithyroïdiens et des antirécepteurs de la TSH. Maintenant, je vais vous dire un petit mot donc, sur le compte rendu. Donc, je vous ai mis un exemple de compte rendu que je trouvais bien fait. Vous pouvez vous en inspirer donc, si vous voulez. Donc, surtout, notez l'indication. Notez également la TSH si vous l'avez en votre possession et c'est pas souvent le cas. Mais lors de vos examens, essayez d'avoir une TSH à chaque fois. Vous pouvez également noter la sonde que vous avez utilisée pour pratiquer votre échographie. Ensuite, on va commencer par une description de la thyroïde avec une biométrie. Donc, vous notez les mesures de la thyroïde avec le volume. Ensuite, vous allez la décrire. Donc, est-ce que la thyroïde est homogène? Oui, non. Est-ce que nous allons être en présence d'une perte du gradient musculo-parenchymateux? La thyroïde va-t-elle être vascularisée de façon homogène? Oui ou non? Et ensuite, vous allez passer donc aux anomalies, donc aux nodules. Vous allez les classer, les décrire selon la classification Euthyrads. Ensuite, il faudra parler des ganglions. Y a-t-il des ganglions présents? Oui, non. Les décrire également. Dans quel secteur ils se situent, surtout aussi, c'est très important. Et pour finir, donc vous allez conclure. Donc, est-ce que nous sommes en présence d'une thyroïde normale? Est-ce que nous sommes en présence d'un goitre thyroïdien? Y a-t-il des nodules? Et s'il y a des nodules classés Euthyrads 3, 4 ou 5, y a-t-il lieu d'avoir une cytoponction ou une scintigraphie complémentaire? Donc n'oubliez pas d'indiquer la marche à suivre pour votre patient et votre correspondant.
Je vous ai également mis un exemple de schéma que vous pouvez utiliser pour reporter vos nodules. Donc, surtout, il faut numéroter et reporter les nodules sur le schéma. Donc, à savoir qu'un nodule, au cours des années, ne garde le même numéro. Si un nodule disparaît, surtout ne pas réattribuer son numéro. Ça, c'est très important pour le suivi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Donc, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention et je remercie également donc le docteur Samuel Bourri qui a participé à ce diaporama et il a été également mon formateur en thyroïde lors de ma formation en échographie. Je remercie également donc la FPPE pour m'avoir demandé de préparer ce petit tuto et j'espère qu'il vous sera d'une grande aide. Bonne soirée à tous, à bientôt et bon courage.